On enregistre, voilà. Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette 17e séance des rendez-vous de la classe dehors. Voilà. On est ravis de vous retrouver. C'est la séance avant la pause pédagogique de Noël. Donc on avait très envie pour aujourd'hui de préparer une séance avec une intervenante qui a plein de cadeaux à faire pour mettre sous le sapin de tous ceux qui accompagnent les enfants. Donc voilà, merci beaucoup Sarah d'avoir accepté. Avant de vous présenter et de vous donner la parole, je rappelle juste quelques infos pour la tenue de ce webinaire, donc qui est mensuel, qui est organisé par la Fabrique des communs pédagogiques. Donc aujourd'hui, il y a Moïna qui est avec nous. Bonjour Moïna. Également Lucille et Anaïs qui travaillent dur sur qui sont alternantes et qui travaillent dur sur la préparation des rencontres internationales de la classe dehors qui se dérouleront à Marseille du 14 au 17 mai, voilà, et à laquelle donc vous êtes tous conviés et invités à faire vos propositions d'ateliers, hein, c'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le wiki classedehors.org et à donc envoyer vos propositions d'ateliers, de conférences, d'échanges. On va aussi bientôt transmettre un lien pour mettre en relation des enseignants et des chercheurs pour voilà, mettre en place des programmes de recherche-action. Et aussi, là, donc on est le 13 décembre, donc il nous reste 8 jours jusqu'à la fin de l'automne, qui était la saison consacrée à lecture dehors. Et ensuite, donc dans le cadre de la manifestation Les 4 saisons de la classe dehors, qui est organisée également par la Fabrique des communs pédagogiques, l'hiver sera consacré aux balades pédagogiques. Et on aura l'occasion d'en discuter pendant des webinaires, puisque c'est un des axes importants des rencontres de Marseille. Donc voilà. Dernière information pour les webinaires. Le prochain se tiendra alors le 29 janvier, qui est un mercredi. Et exceptionnellement, la séance aura lieu de 14 à 16 heures, donc un mercredi après-midi, puisque ce sera un webinaire consacré aux aires éducatives, donc un dispositif présent d'ores et déjà dans l'éducation nationale et qui est porté par l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui est un des principaux partenaires des rencontres de la classe dehors de Marseille. Et donc, on aura plusieurs membres de l'OFB qui viendront expliquer pendant 2 heures comment ça se passe, comment les mettre en place, et puis les premiers retours de terrain là-dessus. Donc voilà, donc prochain rendez-vous le 29 janvier, et ce sera aussi l'occasion de vous donner les dates des futurs rendez-vous. Voilà. Donc j'en viens à ce qui nous. Donc merci à tous d'être là aujourd'hui. J'en viens à ce qui nous occupe, ou plutôt à celle que nous avons choisi d'inviter et qui nous a fait le grand plaisir d'accepter. Donc Sarah Vauquiez, vous êtes enseignante dans le primaire, vous êtes psychologue, pédagogue par la nature. C'est-à-dire que vous emmenez les enfants dehors depuis plus de 20 ans en Suisse. Vous êtes originaire et ailleurs également. Vous êtes aussi l'autrice de nombreuses contributions, parmi lesquelles L'Enfant des Bois, qui est apparu pour la première fois en 2008, donc, qui a été réédité après en 2014 sous une forme augmentée, mais qui, on peut le dire, a vraiment marqué le mouvement de l'école en forêt. Et beaucoup plus récemment, donc l'année dernière, vous avez publié le livre qui s'appelle Future Skills, cultiver en plein air les compétences d'avenir, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, on a dit pas forcément l'intégralité du livre, mais un aspect en tout cas très important, celui, vous dites non, c'est vrai que c'est trop long, mais c'est lui qui nous occupera autour des postures, des principales postures. Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole pendant un temps et on se retrouve à l'issue de votre présentation pour des questions, bien sûr. Vous pouvez, au fur et à mesure, les mettre dans le chat, n'hésitez pas, vous avez de temps en temps. Et surtout, si vous avez des micros ouverts, pensez à les éteindre pour que la qualité d'écoute de chacun soit optimale. Merci beaucoup et merci Sarah pour la présentation. On vous écoute. Merci d'avoir m'invité aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, surtout des gens en dehors de l'hexagone français. Je vois des Belges, je vois des gens de la Réunion. Actuellement, moi, je suis assise sur la frontière germano-suisse pour ce webinaire-là.
Et puis, on va faire tout simple. Ça va être enseignement frontal pendant 25 minutes. Donc, je vais vous montrer quelques photos, des questions et des réponses sur voilà, des postures pédagogiques importantes pour que l'enseignement dehors soit efficace et joyeux. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et ensuite, on aura une demi-heure pour répondre à vos questions. Et je vois encore un micro qui est allumé dans certains débats. Si vous pouvez juste l'éteindre parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc, juste pas, merci beaucoup. Et puis voilà, on va commencer tout de suite avec le deuxième slide. Donc, je vais d'abord vous parler d'une recherche qui a été faite en 2023. Une équipe autour de Ian Neville s'est posé la question, quelles pratiques pédagogiques conduisent à des expériences d'apprentissage positives et efficaces en extérieur? Et ils se sont mis le challenge de faire une méta-analyse de toutes les études pertinentes entre l'an 2000 et l'an 2022 qui étaient en lien avec cette question. Et puis, je vais vous montrer en condensé et traduit en français les réponses qui ont surgi de cette étude. Prochain slide. Oui, je suis désolée. Voilà, donc peut-être ça va vous sembler un peu voilà, normal, commun, mais malgré ça, en fait, c'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Donc là, on parle en fait des pratiques pédagogiques qui aident en fait que cet enseignement dehors ou l'apprentissage dehors soit efficace. Donc il y a tout voilà, un groupe des compétences et des pratiques pédagogiques en lien avec l'environnement, c'est-à-dire que l'enseignant, l'enseignante devrait connaître le lieu, l'environnement extérieur dans lequel elle ou il enseigne, et puis elle devrait être capable aussi de saisir les potentiels d'apprentissage de cet environnement extérieur. Elle inclut aussi cet environnement comme co-éducateur. Donc, c'est apprendre pas que dans l'environnement, mais par l'environnement. L'enseignant choisit aussi un environnement qui est sécure, mais en même temps défiant, donc un peu intéressant pour les enfants, et qui propose des expériences ou qui rend possible des expériences d'immersion pour les élèves. Après, à bas en gauche, donc c'est des choses qui sont en lien à l'apprenant ou à l'apprenante. Donc déjà, l'enseignante devrait connaître chaque élève avec ses spécificités et puis essayer de rendre tout le monde acteur et actrice en prenant une posture de facilitatrice. Donc c'est moins une enseignante qu'une guide, une médiatrice. Elle va focaliser aussi sur le développement individuel et social des enfants. Donc, il y a toujours des objectifs en lien avec ça aussi, et puis pas qu'avec les contenus, je dirais, cognitifs de l'apprentissage. Elle rend possible des expériences directes, sensorielles, affectives, cognitives dans le lieu extérieur. Et puis, elle propose aussi des plages de réflexion. Donc, ça peut être sur sa relation avec soi-même, avec les autres, l'environnement, sur le sens d'une activité, ou aussi sur ce qu'on a appris et puis comment on peut appliquer ça dans la vie quotidienne. On va y revenir dessus un peu plus tard. Et puis, troisième chose, ils ont classé ça sous le titre l'enseignant, l'enseignante. Et bien sûr que l'enseignant devrait aussi connaître les contenus qu'il aimerait transmettre et puis la manière de transmission qui sera adaptée à son public cible. Il devrait aussi avoir la compétence de tisser des liens entre ce qui est vécu à l'extérieur et puis voilà, en fait, ce qui peut être vécu à l'intérieur ou dans d'autres contextes de vie et d'apprentissage. Et il devrait avoir la compétence de rebondir sur les opportunités d'apprentissage qui surgissent en extérieur. Et puis cette capacité de pouvoir tisser un lien entre les besoins du public, les objectifs pédagogiques qu'il s'est posés, et puis en fait le potentiel du lieu et les impulsions, on pourrait dire aussi, du lieu. Et dernière chose, une capacité d'autoréflexion. Alors, c'est une enseignante qui réfléchit sur son enseignement et puis qui cherche constamment à l'améliorer. Donc ça, en gros, ce qui sort de cette méta-analyse. Maintenant, je vais parler un peu, j'ai bifurqué vers les compétences d'avenir
avec le prochain slide. Donc, je ne vais pas vous parler quelles sont les compétences d'avenir, mais on va parler après plutôt des postures pour les soutenir et qui en même temps soutiennent aussi l'enseignement à l'extérieur pour qu'il soit efficace et qui permet des compétences positives. Alors, ce que vous voyez là, ce petit schéma, je vais vous le mettre à disposition. Il va être sur un nouveau site que je suis en train de créer qui s'appelle futureskills.guide, qui sera en allemand et en français. Et je me suis inspirée pour ce schéma d'un site qui existe déjà, qui s'appelle Future Skills Navigator. Ce sont deux Allemands qui ont créé ce site, il est en allemand et en anglais. Et j'ai repris ces couleurs que vous voyez sur le schéma et leur classement des compétences d'avenir. Donc, eux, ils disent, mais il nous faut autant des compétences rationnelles, donc on devrait pouvoir nous comprendre, comprendre les autres et comprendre le monde. Il nous faut des compétences émotionnelles, donc savoir s'écouter, ressentir, écouter les autres, écouter, ressentir le monde. Il nous faut aussi des compétences spirituelles dans le sens de pouvoir se connecter à soi, aux autres et au monde. Et puis, il nous faut des compétences transformationnelles, donc dans le sens qu'on évolue personnellement, on va inspirer les autres et puis par ça aussi changer le monde. Et je vais me baser sur ça aussi, de vous présenter les postures pédagogiques importantes pour stimuler justement ces compétences d'avenir et puis pour être au plus juste dans l'enseignement à l'extérieur. Vous allez peut-être découvrir que beaucoup de choses que je vais vous dire maintenant, en fait, c'est valable dans tous les lieux d'apprentissage, dedans comme dehors, à la maison comme à l'école. Et puis voilà, un petit schéma qui résume ce que je vais présenter dans le quart d'heure qui va suivre, en parlant avec des gens, mais en analysant aussi ces sites sur les compétences à venir ou des livres d'économistes qui parlent comment les dirigeantes et les dirigeants du futur devraient être. On surgit finalement une dizaine de postures qui sont importantes. Je vais vous développer ça dans la suite. Mais malgré notre manière de faire bien, on retombe des fois dans des postures qui sont un peu moins adaptées, comme celle-ci. Hein. Quand on est dehors avec une classe, on a souvent un peu peur. Et puis on a une tendance d'interdire ou de dire beaucoup de non, 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 de eh oh et tout ça, ce qui ne nous aide pas vraiment à cultiver les compétences d'avenir. Donc la première dont je voulais vous parler, c'est la compétence de créer un climat de confiance et de bienveillance. Prochain slide. Donc, je vais vous mettre toujours le petit symbole de la compétence, une photo, et puis qu'est-ce que ça fait à l'enfant, en fait, si on arrive à créer un climat de confiance et de bienveillance. Donc, ça veut dire de travailler, en fait, déjà sur nos propres peurs, d'essayer de travailler sur un climat où on peut apprendre à évoluer sans stress, sans trop de crainte, en respectant les règles de vie. Comment on peut faire ça? Donc, on pourrait rendre possible des expériences positives déjà en extérieur, inciter aussi les enfants de tester des nouvelles choses, de prendre des petits risques. Et puis, comme on a déjà vu dans cette méta-analyse, être en lien avec chaque enfant et puis se demander, être à l'écoute, quels sont les besoins, quels sont les intérêts de chaque élève et du groupe. Une autre posture à éviter qui va un peu à l'encontre de ça, c'est interdire tout par peur qu'on a de peut-être pas arriver à gérer la classe. Deuxième compétence qu'on devrait développer, c'est cultiver la joie et puis focaliser sur le potentiel de chacun, chacune. Donc, c'est-à-dire travailler sur la motivation d'apprendre des enfants. Souvent, dans la culture d'erreur, je dirais en France, on voit toujours encore l'erreur comme un échec, en fait, que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Mais dans le futur, l'erreur, ça devrait être plutôt une opportunité pour s'améliorer, pour se redresser, pour apprendre, pour faire mieux la prochaine fois. Donc, on devrait changer notre focus de dire, mais on focus sur les problèmes ou les erreurs, mais plutôt sur le potentiel, les capacités de chaque enfant, et puis leur donner un feed forward. Ça, c'est des économistes qui parlent de ça, donc pas un feedback,
mais en retour constructif et ciblé qui aide chaque enfant à progresser. Voilà, apprendre de ses erreurs, mais cultiver la joie aussi pour nous. Hein. Amusez-vous quand vous êtes dehors, essayez de cultiver votre émerveillement, votre curiosité et aussi la gratitude en extérieur pour que ça soit une expérience positive pour tout le monde. Haute posture invitée. Ouais, pour faciliter la chose, et surtout avec les grandes classes, on a tendance de dire ben, tout le monde fait pareil en même temps, d'après l'objectif que on est fixé. Mais les élèves sont très, très différents. Il n'y a pas tout le monde qui est oiseau, il y a aussi des éléphants. Troisième posture, percevoir, observer, accompagner et puis structurer vos sorties. En plus d'être enseignant ou dirigeante, vous êtes guide, vous êtes hôtesse aussi qui invite, qui pose un cadre de règles de vie, donc ça rentre un peu dans la structure, mais qui essaye de se poser la question, en fait, comment je peux structurer ma sortie pour que les enfants, ils apprennent le plus possible de manière active par eux-mêmes et aussi qu'ils arrivent à s'auto-organiser. Ça veut dire que je dois bien percevoir ce qui se passe dans le groupe et ce qui se passe dans la nature. Ça veut dire que je devrais aussi avoir la compétence de pouvoir rebondir sur les intérêts, les besoins, de accompagner les petits groupes, le grand groupe et puis chaque enfant dans ses progrès. Et puis, je suis en même temps aussi une personne qui montre l'exemple dans tout cela. Ça s'apprend malheureusement pas dans des cours, mais par l'expérience. Et puis pour le cadre, peut-être juste pour revenir, le cadre qu'on peut donner, c'est des repères qui structurent la journée, des rituels par exemple, et puis voilà, les règles de vie que moi j'essaie d'élaborer aussi avec, ensemble avec les enfants. Encore une situation difficile, on a planifié notre sortie, on a un super contenu, mais il y a d'autres choses intéressantes qui se passent à l'extérieur. Donc, quatrième posture, savoir s'adapter et rebondir sur les choses qui surgissent et puis essayer de les enrichir, peut-être avec des objectifs que nous, on a planifiés ou d'autres contenus qu'on devrait traiter dans le cadre de l'école. Alors, déjà, s'adapter, ça veut aussi dire, en fait, vous êtes complètement légitimé de sortir par tous les temps, pendant toutes les saisons à l'extérieur, parce que c'est comme ça qu'on s'adapte. Le mieux, dans un environnement comme naturel, par exemple, qui est complexe, qui change tout le temps. Donc, c'est comme ça qu'on développe, nous en tant qu'adultes, mais aussi les élèves, leurs compétences de caméléon. Euh, Apprendre par l'environnement. Donc, sur l'image, ils ont découvert un petit nid d'oiseau et l'intérêt des enfants, il était là, et puis pas forcément dans ce que cette enseignante, elle avait planifié. Euh, on peut se poser des questions tout simples d'observation d'environnement, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois, qu'est-ce qui est resté pareil. Et puis, si c'est une compétence avec laquelle vous n'êtes pas trop à l'aise, une petite astuce, bah, allez dehors à votre lieu extérieur d'apprentissage et puis dressez juste une liste d'activités par domaine d'enseignement qui font sens de faire dans ce lieu. Comme ça, vous avez quelque chose dans votre sac à dos si jamais vous devrez rebondir sur l'une ou l'autre situation. Une autre situation à éviter. Ah, elle est très très fréquent. Le temps se déroule autrement à l'extérieur que dans une salle de classe. On a tendance de vouloir surcharger avec des objectifs et du programme et du coup, on est dans le stress. On doit faire vite, on n'a pas le temps pour s'immerger dans le présent et puis l'espace nécessaire pour vraiment aussi pouvoir se focaliser sur une activité. Donc, prochaine compétence, c'est offrir du temps et de l'espace pour s'immerger au présent. Ceci peut se faire déjà en mettant assez de temps à disposition. Moi, je mets toujours des contenus un peu réserve dans le sac à dos. Si j'ai le temps, je vais les faire, mais sinon, je vais les laisser tomber. Travailler aussi les sens, travailler d'être à l'écoute et de pouvoir s'immerger dans une activité qu'on fait. J'ai trouvé un bon conseil à des enseignantes qui a été donné aux parents accompagnants. Elles ont dit intervenez peu, parlez peu, mais veillez au respect des règles de vie. On revient un peu à la peur. Hein. Dehors, c'est sale.
on n'ose pas toucher. Peut-être c'est dangereux aussi. Pourtant, il nous faut aussi aller toucher la nature. Il y a un collègue qui a dit une fois, la nature, l'environnement, ça se touche avant que que ça se respecte. Donc, prochaine posture, c'est même plusieurs à prendre. Donc, travailler sur l'empathie et le respect, et puis aussi sur les valeurs et les visions. Donc, comment on peut travailler sur l'empathie? Le mieux, c'est de la vivre dans le quotidien. On revient à la première posture du climat de confiance et de bienveillance. Si on parle de valeurs et de vision aussi, ça vaut la peine de discuter avec la classe sur les valeurs importantes, qu'est-ce qui m'est important, qu'est-ce qui nous est important dans le groupe et puis comment on pourrait les mettre en œuvre, aider aussi les jeunes à trouver leurs propres valeurs et puis échanger sur les visions d'avenir. Donc, des fois, je pose des questions assez simples, juste on travaille sur l'histoire du lieu, comment ce lieu il était dans les temps, comment il est aujourd'hui, et puis comment il pourrait être dans le futur. En fait, qu'est-ce que je me souhaite pour ce lieu? Ça est un peu en lien avec la question de, voilà, qu'est-ce que des générations qui étaient là avant nous ont fait pour nous et qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour les futurs habitants de ce lieu. Il y a des gens qui pensent, quand on est en extérieur, et surtout quand les enfants, ils sont dans les phases de jeu libre, ben, les enseignants, ils ne font rien du tout, comme ce monsieur dans ce hamac. Mais non, en fait, travailler sur les postures d'auto-apprentissage et favoriser l'autonomie, c'est très actif pour l'enseignant aussi. Auto-apprentissage, autonomie, la prise d'initiative, autant de compétences qui sont très importantes dans le futur monde de travail parce qu'elles engendrent aussi la motivation, la curiosité des enfants, la connexion de soi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je peux planifier un projet? Je dois être créatif et puis résoudre des problèmes qui surgissent aussi. Et c'est souvent des moments aussi qui favorisent ben, l'attention, parce que les enfants peuvent faire ce qui les intéresse, ont le choix à disposition, et puis la persévérance. Alors, comment pourra être cette plage d'auto-apprentissage? Bien sûr, ça peut être des jeux libres où chaque enfant décide ce qu'il veut faire, avec qui et dans quel endroit, mais ça peut aussi être travailler avec des questions ouvertes qui rendent possible plusieurs chemins pour arriver à un but. Par exemple, mais on est en hiver, donc c'est peut-être le moment pour travailler la motricité, les parcours sportifs. Et une consigne pourrait être juste, mais voilà, préparer un poste pour un parcours sportif. Décrivez comment on doit faire ce poste en dessinant un croquis et puis en résumant quelques phrases et puis présentez-le aux autres. Et puis après, les autres, ils vont tester le poste et puis on va l'améliorer ensemble. Et ça peut être en rebondissant sur des questions qui intéressent les enfants aussi. Ça peut être que chaque enfant a choisi son coin nature personnel et il passe un moment seul là-bas. Ça peut être tout simplement en aménageant le lieu ou en mettant du matériel à disposition, mais qui est après exploration libre pour les enfants. Et puis, dernière image des dangers à l'extérieur. On va arriver à une posture qui, je trouve, est assez difficile à promouvoir en France. C'est d'encourager la prise de risques. Parce que ça nous apprend à mieux se connaître aussi. J'ai une collègue qui dit on doit séparer les petits dangers, en fait, qui pourront se faire à l'extérieur, qui aident les enfants à grandir et qui répondent aussi à leurs besoins de développement, d'autonomie, de connaître ses capacités et ses limites, et des grands dangers qui sont vraiment, en fait, qui sont dangereux pour leur corps ou pour leur psyché. Donc, il faut trouver cet équilibre. Par exemple, voilà, en vivant ensemble des situations difficiles et de pouvoir les surmonter, en donnant des petits challenges, des petits défis aux enfants qui les aident à dépasser un petit peu leurs limites et à sortir de leur zone de confort. Alors, beaucoup d'enfants le font par eux-mêmes. C'est plutôt nous, en tant qu'adultes, qui ont des fois peur. Et puis, je vous conseille un film par rapport à ça qui s'appelle The Power of Play,
Je pense qu'il n'existe pas encore en français. Il est sorti en 2022. C'est un film qui montre pourquoi c'est important de jouer pour toutes les mammifères et puis comment le jeu en extérieur pourrait se faire, entre autres aussi avec des chercheuses qui travaillent sur la prise de risque ou le jeu risqué en extérieur. On arrive gentiment à la fin. Il nous reste deux postures importantes ou un groupe posture importante. Donc, cette capacité de questionner, de proposer des plages d'échange aussi, ou des fois de reformuler comment un enfant dit pour agrandir le vocabulaire. Là, vous voyez une photo de la classe de Élise Sergent que j'ai pu accompagner en tant que chercheuse. Elle travaille beaucoup avec ces plages d'échange. Et c'est là où tout, en fait, la mise en commun des apprentissages surgit. Ça peut être un retour sur ce que j'ai vécu dans le coin nature personnel, par exemple, comment ça se fait ça. Après, elle fait des liens avec des choses qui étaient faites dans d'autres lieux. Ça peut être un échange sur des sentiments ou sur des opinions, des valeurs, des apprentissages, bien sûr. Ça peut aussi être des questions critiques qui sont posées, comment on pourrait en répondre. Ça pourrait être une plage où vous exprimez tout simplement votre gratitude. Donc, chaque élève peut dire je remercie quelqu'un ou quelque chose pour ceci ou cela. Et ça peut aussi aider à en fait montrer différentes manières de percevoir et d'interpréter le monde. Donc, on a notre vue française de la chose, mais il y a peut-être d'autres peuples dans d'autres pays ou dans d'autres générations dans l'histoire de l'humanité qui a vu cette chose sous un autre angle. Donc, cette ouverture d'esprit, hein, c'est aussi très, très important dans les compétences d'avenir. Et puis la dernière posture, c'est un peu en lien avec cette neuvième posture de questionner et échanger aussi sur les différents points de vue. La posture tisser des liens. Donc, tisser des liens, ça peut être, par exemple, tisser des liens avec, entre ce qui se passe en extérieur et ce qui se passe en intérieur. Donc, faire les liens entre voilà, le livre de mathématiques, on doit faire des exercices, et puis peut-être les symétries qu'on a créées en extérieur avec le matériel. Ça peut être aussi que les enfants voilà, écrivent dans leur journal personnel après la sortie des choses. Par exemple, qu'est-ce que j'ai appris, quelles questions je me suis posées, ou j'écris un petit paragraphe sur quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui. Donc, ça, c'est une possibilité aussi. Ça peut être la question juste à quoi ça sert, à ce qu'on apprend, pourquoi on apprend ça. Donc, quelle est l'utilité dans la vie quotidienne, où on doit appliquer ça. Ou ça peut être des liens entre différents éléments de la toile de la vie. Par exemple, si on observe des cycles de vie ou on observe un lieu pendant plusieurs saisons, hein, on peut faire ce tissage de liens. On peut en même temps, avec l'histoire du lieu, on peut aussi regarder mais comment ce lieu il est comme ça, comme il est aujourd'hui. Et c'est parce que dans l'histoire, il y a ceci et cela qui s'est passé. Pour tisser des liens entre les différents éléments de la toile de la vie, j'aime bien poser la question de qu'est-ce qu'il faut pour que tout fonctionne bien ici? Qu'est-ce qui marche pour que pourquoi ça fonctionne là? Quels sont les éléments qu'il nous faut? Et puis un autre lien qu'on peut tisser, c'est aussi justement le lien à soi, à l'autre et à la nature, hein, avec la proposition des expériences d'immersion ou la régularité des sorties. Au même endroit, vous pouvez travailler ceci. Et je vois que j'arrive à la fin de mon temps, donc je termine juste avec un cadeau de Noël, en fait, dans tout ce que je vous ai présenté et puis plus, et dans ce livre que vous voyez, qui s'appelle Future Skills cultivés en plein air, les compétences d'avenir, et puis votre cadeau de Noël, ça serait, si vous aimeriez avoir ce livre, vous m'écrivez un mail, il y a l'adresse mail sur votre gauche, je vous le envoie par poste, vous payez prix libre, ce que vous voulez, ou rien du tout, donc c'est votre cadeau. Je vous dis ça parce qu'il y aura une nouvelle édition, on peut augmenter l'année prochaine. Et puis, dès janvier, alors je pense plutôt dès fin janvier, il y a le site futureskills.guide sur lequel vous trouvez les grands contenus de la nouvelle édition. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde
qui s'intéresse aux compétences d'avenir, comment on peut les cultiver en extérieur et puis comment ils sont perçus dans le monde de la santé, dans le monde du travail et aussi dans le monde de l'éducation. Et puis, j'ai terminé. Cadeau à vous, question à vous. Merci beaucoup, Sarah. Je vois qu'il y a des collègues qui écrivent leur adresse mail dans le chat. N'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse de Sarah et elle vous répondra. Je pense qu'on va plutôt faire comme ça. Ce sera peut-être plus facile pour coordonner. Il y a déjà beaucoup de merci de 2 autres Sarah. C'est rigolo. Voilà. Donc, grand merci à vous et pour ce cadeau de Noël très inattendu, mais très, très chouette. Je suis sûre qu'il va y avoir plein de demandes et c'est vraiment précieux à la Fabrique des Cours pédagogiques. On est très, très sensible au fait que les connaissances circulent librement et dans un écosystème comme ça vertueux entre gens qui ont envie de changer les choses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure du moment où vous les posez. Moi, pour commencer, peut-être, Sarah, j'avais une question pour vous par rapport à l'âge des publics auxquels vous vous adressez et à ses postures, à ses compétences. Voilà. Est-ce que vous pensez que les choses sont un petit peu différentes pour les adolescents? Alors non, justement, c'est en fait, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que, alors déjà, les compétences d'avenir, voilà, ils étaient présentés un peu pour les enfants, hein, on va sur la couverture du livre, mais en fait, déjà, ça, ce sont les mêmes pour les adultes et pour les adolescents. Donc, on devrait travailler nous-mêmes, en fait, sur les mêmes compétences d'avenir. Et puis après, ben, concernant les postures, c'est un peu un mix entre ce qui se fait dans le monde économique et puis en fait, voilà, ce qui est aussi souhaité dans le monde du travail pour des bons chefs d'entreprise, donc comment ils devraient aussi traiter et travailler avec leurs employés, et puis du monde d'éducation. Donc, je dirais que en fait, il n'y a pas d'âge. Moi, je travaille beaucoup dans la formation d'adultes et j'essaye en fait de mettre en œuvre avec plus ou moins de succès les mêmes postures. Après, je crois le tout est dans le comment. Donc, si j'ai un public d'une classe maternelle, je peux peut-être un peu moins travailler sur les visions et les valeurs parce que c'est des concepts très, très abstraits. Mais je peux me dire, mais on va juste les vivre en fait dans le quotidien sans faire des grandes discussions. Et je pense que c'est vraiment dans le comment j'apporte et voilà, à quel niveau je peux approfondir voilà, au niveau de la discussion et des compétences de mon groupe qui se joue tout. Mais je dirais ce sont des postures pédagogiques universelles. Très bien, merci beaucoup. À nouveau, très précieux. Léa pose une question. Elle travaille en extérieur avec un périscolaire et elle a du mal à trouver des activités de 30 minutes dehors. Il fait nuit, il fait froid en ce moment, on ne peut pas faire de feu. Aurais-tu des suggestions? Alors, trouver des activités de 30 minutes, donc une activité qui dure 30 minutes, ben, en fait, la nuit, ce qui est génial, c'est déjà de travailler sans ou avec ou sans lumière. Donc, des fois, ce qu'on fait, alors si le groupe, je dirais, un peu plus peureux, mais aussi pour rester dans ce équilibre entre confiance et challenge, des fois, on leur fait des chemins où on pose des lumières, par exemple, et puis ils vont aller sur ce chemin. Ça peut être seul ou en petit groupe. On peut poser des textes à lire ou des petits défis qu'on peut faire. Ou bien, si le groupe il est un peu plus courageux, ben, on fait plein d'activités de nuit aussi. Hein. Les affûts, par exemple. Il y a un enfant qui reste au milieu, qui ouvre grand les oreilles, et les autres essayent, en fait, très, très, très gentiment de s'approcher sans faire du bruit. Et si l'enfant, il entend un bruit, en fait, il vise avec un doigt ou avec une lampe de poche, s'il fait nuit, sur l'endroit où il a entendu le bruit. Et puis l'enfant qui a été visé doit reculer. Ce sont des activités de scout, en fait, finalement très simples, mais qui travaillent aussi justement les sens, un peu le challenge, le dépassement de soi et puis le sens de l'orientation. Ou bien lecture d'un livre, d'une histoire, hein, se blottir un peu ensemble et puis faire quelque chose de cosy. Donc, voilà, juste pour quelques petits exemples. Ok, ouais, c'est vrai que là, on a pas mal proposé de ressources autour de la lecture dehors. C'est toujours, vous disiez, avoir des activités dans le sac, avoir un petit livre à lire, des choses comme ça.
Et peut-être justement dans ce super sac à dos des compétences du futur, est-ce qu'il y a des incontournables, des choses à conseiller aux collègues qui nous écoutent? Ouais, ah bah, je vous donne peut-être quelque chose qui m'ont surpris en écrivant le livre, parce que après, voilà, j'ai développé un peu chaque compétence pour elle-même et puis réfléchi sur des activités avec des collègues aussi. Et on est revenu sur des classiques en fait qui stimulent beaucoup de compétences d'avenir, comme le coin nature personnel par exemple. Hein, juste cette activité où chacune est seul, tisse un lien avec un lieu qui lui plaît. Essaye de sortir de l'ennui aussi dans ce lieu, donc trouver de quoi s'occuper ou pour pouvoir juste se ressourcer et ne rien faire et se sentir à l'aise. Donc c'est une activité qui est revenue dans beaucoup de compétences d'avenir, qui apparemment voilà, est assez efficace. Une autre qui me vient, c'est juste l'émerveillement des petits détails qu'on trouve à l'extérieur. Hein. Ça peut être dans la forêt, les fractales des fougères, qu'on s'étonne et qu'on travaille en fait sur l'émerveillement, la curiosité et puis aussi la gratitude en extérieur. Ou dans la cour d'école, ça peut juste être une petite plante qui perce le béton ou un lichen sous un banc ou quoi que ce soit. Mais quand on ouvre en fait les perceptions à ces choses qui sont toujours là, qu'on ne voit jamais, mais qui sont en fait extraordinaires. Et puis, ouais, gratitude en général. Hein. Donc, arriver à dire merci avant qu'on prendre, à donner aussi quand on a pris des choses tout simples. Ouais, toutes simples mais tellement importantes que voilà, ça vaut le coup de se les redire entre nous comme ça pour. Pardon. Anouchka a une question. Elle vous demande comment favoriser l'auto-apprentissage en maternelle. Ok, oh, mais c'est très simple. C'est très simple. Donc, moi, je travaille surtout tous les vendredis, normalement, pas aujourd'hui. Je suis là pour vous avec des enfants entre 3 et 5 ans. Et puis, l'auto-apprentissage à la maternelle, pour moi, c'est surtout les plages jeux libres. Et je travaille beaucoup plus qu'avec des activités que j'anime, avec l'aménagement du lieu ou la mise à disposition de matériel qui est après en exploration libre. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'on leur laisse aussi le choix des choses quotidiennes qu'on fait. Est-ce que vous voulez participer ou non? Par exemple, nous en Suisse, on fait du feu à chaque fois en forêt. Donc, faire du feu, voilà, ça structure un peu notre vie quotidienne parce qu'on cuisine après aussi. Participer à la cuisine, participer à faire le feu, participer à faire la vaisselle. Donc, c'est ces petites choses du quotidien où les maternelles, ils peuvent participer ou non. Et puis après, avoir ces plages libres où c'est en fait eux qui choisissent leur projet. Et puis nous, en tant qu'équipe, on essaie juste de rebondir dessus, de réfléchir comment on peut les soutenir pour qu'ils aillent plus loin dans cette démarche. Oui, d'accord. Merci beaucoup, c'était très clair. Aurore pose une question, donc elle est à la Maison du Salève. Je pense que c'est une question qui concerne beaucoup d'animateurs à l'environnement. Elle demande, par rapport aux enseignants qui se lancent dans l'école du dehors et qui aimeraient se faire accompagner, combien de séances il faudrait proposer pour un animateur, une animatrice qui voudrait comme ça les aider à développer ses postures et ses compétences d'avenir. C'est difficile à Un dire. Alors, conseil. ouais, l'expérience que j'ai vue en Belgique en parlant avec des animatrices, animateurs nature aussi, que souvent il y avait des projets sur un accompagnement sur une année scolaire, c'est ce qui se fait en France aussi, souvent c'est sur une année scolaire, où on essaye de rendre l'enseignant de plus en plus autonome aussi dans la démarche. Donc, ce que j'ai vu, c'est par exemple, l'animatrice nature, elle vient des fois pour animer, mais l'enseignante sort aussi entre ses temps animés ou accompagnée par une spécialiste, toute seule avec sa classe. Et puis, expérience faite, c'est qu'une année, souvent, ça suffit pas. Il faudra encore une deuxième, mais un peu moins accompagnée ou l'éducatrice nature ou l'animateur nature est encore là en tant que coach sur des questions ou des situations difficiles ou peut-être qu'ils font changer de lieu et puis trouver un autre, alors quel lieu convient, etc. Donc, il faudra, c'est un peu l'expérience qu'on a eue en France avec la recherche action grandir avec la nature aussi, que voilà, il faudra plusieurs années d'accompagnement
Et ça peut aussi se faire quand les enseignants, en fait, voilà, juste au niveau local, ils se regroupent et puis échangent sur les situations vécues. Donc, on peut aussi faire une sorte de soutien mutuel entre Oui. enseignants. Si on n'a pas des animateurs ou des éducatrices nature qui sont payés pour un mandat d'accompagnement à long terme. Ok, super, merci. Je rebondis sur la recherche-action, le FREN, parce que on demande un best-of d'ouvrages. Donc, il y a beaucoup de bibliographies qui existent sur le site du FREN, sur le site de la Fabrique des communs pédagogiques. Donc, n'hésitez pas à vous y reporter, mais peut-être, pour pas faire la liste en direct, est-ce que Sarah, il y a un livre que vous aimez soit avoir avec vous, soit lire comme un peu une inspiration, pas forcément avec des exemples de séquences, mais quelque chose qui vous porte dans vos lectures sur ces aspects-là. Voilà. C'est Ouais. difficile de choisir Alors, peut-être. pour ces questions d'accompagnant ou d'accompagnement d'enseignants, j'ai pas vraiment un livre à conseiller. Il y a des retours d'expérience. Nous, en Suisse, par exemple, avec la fondation Sylviva, on a un kit de démarrage pour faire classe dehors. Donc, c'est en ligne et on peut le commander si on veut en live. Après, c'est un peu le cadre. Ça marche en Suisse, ce qui ne veut pas dire que ça marche forcément pareil en France ou en Belgique ou à la Réunion, mais c'est un petit kit de démarrage enseigné dehors qui peut être utile si vous êtes une école où vous avez un projet d'école où plusieurs enseignants aimeraient sortir voilà, au sein d'une seule structure. Donc ça peut aider. Et entre-temps, il y a plein de bons sites Internet où on trouve plein de matériel comme Classe dehors. Oui. .org, il y a Archiclass qui propose ces ressources. En Suisse, on a enseigner-dehors.ch où il y a tousdehors.be pour la Belgique. Donc, je Le site trouve de Canopée. qu'il y a Ouais. plein de ressources qui sont disponibles aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Je vais essayer de, comme il y a beaucoup de questions, de les mélanger. Par rapport à la question, et je reviendrai après, c'est juste pour les poser en même temps. Donc, plusieurs interventions sur la question du risque. Donc, une question autour du juste équilibre entre sécurité et prise de risque. Une autre sur le fait que en France, on ne fera pas de feu, par exemple. Donc ça, c'est la personne qui le dit comme ça, c'est son opinion. Et encourager aujourd'hui la pratique du feu alors qu'on est dans des contextes d'émissions de CO2 à limiter, ce genre de choses. Est-ce que c'est des considérations qui parfois vous traversent? Et en tout cas, cette question de l'équilibre entre prise de risque et propositions faites aux enfants. Alors, c'est comme deux questions différentes. Je réponds à la prise de risque. Déjà, d'abord, et c'est très difficile parce que chacun ou chaque équipe a ses propres voilà, échelles de peur. Maintenant, c'est trop pour moi, où je trouve que c'est dangereux pour les élèves, et puis où j'ai confiance. Et puis, c'est différent entre pays aussi. Donc, ça va être différent si vous regardez une place d'or au Danemark, si vous regardez une place d'or en Belgique. Et je trouve que c'est un équilibre qu'on doit trouver au sein de son équipe déjà. Et puis souvent, en fait, la question que je me pose à ce moment où quand je réfléchis sur des situations à risque que j'ai pu observer, je me dis, OK, en fait, est-ce que c'est une situation qui était dangereuse maintenant pour le développement des enfants? Ou est-ce que justement c'est une situation de risque qui les aide à grandir par rapport à leur développement et aussi à leurs besoins vitaux d'autonomie, de dépassement de soi, etc. Et puis, bon, si je trouve que c'était finalement pas un grand danger, donc c'est une situation de risque que j'aimerais et que je trouve judicieux que les élèves ils peuvent la vivre, comment je vais expliquer ça des tiers? Parce qu'on est souvent dans cette situation coincée entre notre propre avis, notre échelle voilà, de peur et les réglementations et de ce que pensent les autres sur la situation. Et c'est, il n'y a pas une réponse, il y a pas une réponse faite par rapport à sa question. C'est un équilibre constamment à trouver. Nous, on décide souvent vraiment en équipe, on dit, mais voilà, ça on permet, ou on analyse une situation où on a trouvé, voilà, là c'était, on a peut-être pas mal, on a mal réagi, ou on n'a pas réagi, ou on a trop tôt réagi, et finalement, on a imbibé quelque chose et on essaie d'améliorer pour la suite. Mais c'est clairement
c'est délicat. Et surtout dans un pays comme la France, où il y a beaucoup d'interdictions, où il y a beaucoup de peur aussi en lien avec l'extérieur. Il y a beaucoup moins de peur avec l'intérieur. Et puis tout ce qu'on... en fait, ce qu'on inhibit chez l'enfant, s'il est toujours enfermé entre quatre murs, parce que ça, c'est un vrai risque. Mhm. C'est Aussi, sûr. aussi dans le monde du travail, alors si les enfants, les jeunes, ils n'arrivent jamais à manipuler des outils, par exemple, où ils n'ont pas une conscience de soi, de leur corps, de leur propre capacité et limites, ils vont faire des accidents. Alors, ouais, il y a des ministères du travail qui mettent vraiment en garde par rapport qu'on n'apprenne pas aux enfants à prendre des risques dès le jeune âge. Donc ça pour la Mhm. question, pour l'équilibre. Et puis maintenant pour le feu, alors bien sûr qu'on peut faire du feu en France, j'ai des collègues qui le font, pas forcément en forêt, peut-être ailleurs, mais des fois on trouve des bifurcations pour le rendre possible. Et puis, oui, là je crois aussi il faut mesurer l'échelle d'impact entre faire un feu et puis les émissions que ça fait. Et puis d'autres facteurs qui pèsent beaucoup plus sur les émissions à gaz qu'on fait que d'allumer un feu. Donc, moi, je me poserais plus la question, ben, est-ce que je prends une voiture pour aller au lieu ou non? Ce qui a beaucoup plus grand impact que d'allumer un feu ou pas d'allumer un feu. Donc, Ouais. par rapport à ça, je suis très favorable à faire du feu parce que ça fait des expériences aussi très riches. Et puis, je crois que c'est un peu ancré dans l'évolution de l'humain. Hein, voilà aussi savoir faire un feu, savoir gérer le feu, savoir voilà, changer toute l'alimentation, pouvoir se chauffer et tout ça. Et ça permet des expériences de revivre notre histoire. Et puis là, l'impact CO2 ou autre, il est minime par rapport à d'autres choses qu'on fait dans notre quotidien. Oui, et il y avait une autre question sur cette notion d'impact par rapport au fait que, notamment dans un environnement urbain, le fait de beaucoup pratiquer la classe dehors dans une aire éducative, par exemple, ou quelque chose comme ça, pouvait impacter le milieu. La personne dit l'environnement qui va en prendre un coup, dit-il, avec la venue de grands groupes de manière très régulière. Donc, est-ce Oui, que ça, c'est des questions que vous posez? oui, alors elle est très très souvent discutée et on parle souvent aussi avec, nous on est souvent en forêt, donc on parle aussi avec les Mhm. gardes forestiers par rapport à, voilà, est-ce que c'est mieux d'impacter beaucoup un certain lieu ou de changer régulièrement de lieu pour ne pas impacter trop? Et il y a des opinions divergentes par rapport à la question. La plupart des réponses qu'on a eues, c'est quand même plutôt voilà, rester sur la même place ou sur deux places peut-être en forêt et n'impactez pas toute la forêt avec vos groupes. Mais là, alors, de nouveau, il faut regarder aussi avec les gens qui s'occupent du terrain dans lequel vous avez. Après, je suis très favorable de changement de lieu ou de vraiment profiter des lieux d'apprentissage très divers et variés. Je vous ai dit avant, c'est bien de retourner régulièrement au même endroit pour tisser un lien, alors que, voilà, avec un lieu ou un arc ou quoi que ce soit, qui peut être comme qui peut se généraliser après sur la nature ou quoi que ce soit, mais c'est autant important aussi d'aller dans le quartier, d'aller dans un Mhm. square, en ville. En ville, on ne peut pas aller en forêt, donc il faut trouver d'autres lieux, d'aller visiter des métiers en dehors de la salle de classe. Donc ça, c'est tout des lieux d'apprentissage hors de la salle de classe qui ont toutes leur valeur aussi. Oui. Et peut-être que ça peut être intéressant d'associer les enfants ou les adolescents à la réflexion, de leur présenter, c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà dans ces questions un peu controversées où on n'a pas forcément les réponses en tant qu'adulte. Oui, alors clairement, donc ça, j'ai pas dit avant, mais c'est aussi quelque chose qui est surgi dans les postures pédagogiques. Donc, Oui. responsabiliser les gens et les impliquer dans des décisions Mhm. importantes. J'ai des collègues où c'est les élèves qui planifient les sorties nature. Il y a toujours un petit Mhm. groupe qui prépare la prochaine sortie ou que les règles de vie sont élaborées ensemble. Pourquoi ils sont Oui. importants, on définit une charte ou quoi que ce soit. On peut revenir dessus si une règle n'est pas respectée. Ça peut être des petites choses du quotidien où on fait participer les élèves. Dans mes classes primaires, par exemple, il y avait toujours deux élèves qui ont documenté les sorties, donc qui ont pris des photos qu'on a utilisées après pour faire une petite docu pour les parents ou pour mettre du texte avec les photos ou pour avoir une vécu sur une année scolaire. On a pu comparer des endroits qu'on a photographiés une fois par mois. Donc, c'est ce genre de choses on peut vraiment faire avec les élèves.
Super. Et ça met vraiment dans une démarche de commun, de rendre les usagers de la ressource responsables de celle-ci, ce qui est Mm, mm. très, très pertinent. Il y a beaucoup d'adresses, de sites, de ressources qui circulent dans le chat. N'hésitez pas à vous y rendre. Elles sont assez faciles à trouver, mais là, vous avez comme ça des conseils un peu plus précis. Il y a une question autour d'un travail que moi, je ne connais pas, d'Edgar Morin sur les compétences pour l'avenir de l'UNESCO. Je ne sais pas, Sarah, si c'est quelque chose que vous avez rencontré dans votre travail. Alors, je ne sais pas si je connais exactement ce travail, mais les compétences de l'avenir de l'UNESCO, oui, ben, ils étaient intégrés dans le livre que j'ai écrit aussi. Ok. Très bien. Donc, c'est quelque chose qui a un contexte, on est d'accord, plus global que c'est vraiment une réflexion à l'échelle mondiale, en fait, sur ce qu'il faudrait développer. Exactement, oui. D'accord. Et donc, pour Edgar Morin, le philosophe, pardon, juste un instant. Hop, je vérifie. Oui, d'accord. Donc, le magazine Symbiose, donc le lien est mis dans le chat et les collègues belges envoient l'adresse du magazine Symbiose sur École dehors, donc qui est toujours un périodique très intéressant à suivre pour tous ceux qui accompagnent les enfants, que ce soit au dehors ou à l'extérieur, avec vraiment beaucoup de publications. Il y a aussi plusieurs questions, alors peut-être plus techniques sur le temps des séances dehors que vous conseillez. Est-ce qu'il faut reprendre les choses ensuite en intérieur? Si on le fait plutôt avant, plutôt après? Ces questions comme ça qui reviennent fréquemment, mais qui sont vraiment importantes pour les collègues sur le terrain. Absolument, absolument. Et je trouve que ça, c'est ce qui fait toute la richesse de l'enseignement dehors, c'est en fait ce lien entre dedans, dehors, dedans, dehors. Puis il y a vraiment un ping-pong entre les deux. Alors, on peut faire, ça peut se faire en amont d'une sortie, hein, alors qu'on a déjà une introduction d'une thématique en salle de classe, ou qu'on prépare quelque chose. Ou dans la maternelle, il y avait des fois juste l'enseignante qui a amené un objet où ils ont discuté dessus. Après, ils ont vu en extérieur dans le cadre authentique. Et puis, ils sont revenus des fois aussi avec des collègues d'extérieur ou du matériel qui était à disposition, qu'ils ont exploité après dans les bricolages. Ils ont re-raconté une chose, un vécu à l'extérieur, mais en salle de classe. Donc, il y a plein de possibilités. Comment on peut tisser des liens. Moi, je dis souvent, mais en extérieur, vous avez vraiment misé sur l'apprentissage actif, l'expérience directe, la curiosité, tout ça. Donc là, on vit. Mais après, il faut approfondir et puis il faut tisser des liens. Et des fois, on ne peut pas faire ça à l'extérieur où on n'a pas le temps de le faire. Et des fois, ça fait plus sens de le faire à un autre endroit aussi. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, par rapport à cet équilibre dedans-dehors, toujours travailler ça, surtout, comment dire, dans le cadre du parcours des enfants, puisque on y pense souvent, mais aujourd'hui, par exemple, quand on est enseignant au collège ou au lycée, on va voir arriver des enfants qui, eux, sont habitués à aller dehors. Et donc, ça peut leur faire un petit peu bizarre de se retrouver 25 heures ou 30 heures par semaine entre quatre murs. Donc, c'est bien à prendre en compte et ces compétences se transmettent. Ce serait super d'avoir une trace du travail de ces compétences. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur quoi vous travaillez en Suisse, d'avoir un suivi, un référentiel, quelque chose qui permette d'évaluer les progressions sur ces thématiques-là. Si c'est un outil qui est en cours de conception ou qui serait possible peut-être. Il n'y a pas vraiment du travail là-dessus. Alors déjà en Suisse, mais aussi en France, on essaye de faire sortir davantage les collèges et les lycées, voire plus tard. Hein. Après, au niveau des horaires, c'est beaucoup plus compliqué qu'au primaire parce que c'est des courtes séquences et on ne peut pas aller loin, déjà où il faut s'organiser, mais voilà, favoriser que ça continue aussi. Mais après, la maternelle et l'élémentaire, plus tard. Mais ouais, après, cette question de compétences d'avenir ou de posture, vu que j'ai dit, c'est vraiment important à tout âge. Donc, ça serait un travail futur à réaliser, voilà, d'avancer aussi vers des publics un peu plus âgés. Ouais, donc de faire le lien et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'association. Donc n'hésitez pas, si vous travaillez avec des plus grands, y compris à l'université ou au collège ou au lycée, on essaye vraiment comme ça de
de créer des rencontres pour assurer la continuité pour les enfants et c'est super. Sarah, il est 12h27, c'est l'heure de dîner. Je propose de libérer les collègues au fur et à mesure, après vous avoir dit un immense merci. Voilà, en plus vous êtes venu avec un cadeau, donc c'est trop chouette. Voilà, on sait que vous êtes très, très prise et demandée. Il n'y a que des merci dans le chat qui disent que c'était super. Merci beaucoup, etc. Merci beaucoup. Et profitez bien du cadeau de Noël. Et puis, j'ai vu, il y a des gens qui ont écrit leur adresse mail pour le cadeau dans le chat. Alors, écrivez directement à mon adresse parce que je ne peux peut-être pas lire tout le chat. Donc, si vous êtes sûr d'avoir votre cadeau de Noël avant Noël, écrivez directement à mon adresse mail. Oui, voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc, je vous rappelle pour tous, rendez-vous, et bien sûr, Sarah, vous êtes la bienvenue, le 29 janvier pour parler aire éducative, donc ce dispositif qui permet de choisir un lieu, donc aire terrestre, aire marine, et sur lequel on retourne plusieurs fois avec les enfants et les adolescents. Voilà, on recevra l'OMB le 29 janvier, et donc d'ici là, je vous souhaite de très belles vacances à tous. Voilà, les remerciements continuent, les belles fêtes de fin d'année. Tout le monde vous dit merci pour l'inspiration et je crois que c'est vraiment quelque chose, voilà, avec votre livre pour tous, trouver un peu d'inspiration dans un monde compliqué, mais tellement intéressant que c'est chouette de trouver comme ça des guides et des pistes de réflexion pour accompagner les enfants au quotidien. Donc merci beaucoup Sarah, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Alors je vais arrêter l'enregistrement. Hop.